Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration 4. Donc, ce dernier live de 2025. Je m'appelle Mélanie Scatolin. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter tranquillement. Merci d'être présent pour ce dernier live. Donc, aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui nous ont été posées, les questions les plus fréquemment demandées au courant de la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je vais essayer de leur répondre du mieux que je peux si c'est possible. Ce soir, on garde ça simple, accessible et en début de séance, je lui avais promis, je tiens à saluer ma belle Alice, donc qui est une jeune fille incroyable, très intelligente. Alice, j'ai très hâte de te voir. On se voit bientôt. Je t'embrasse et je salue tout le monde par la même occasion. Alors, on va commencer par des questions fréquemment demandées. Premièrement, comment peut-on voir l'état d'avancement de nos demandes? Eh bien, il y a un profil en ligne, le site pour voir justement l'état d'avancement de votre demande. Donc, vous la liez à votre compte. C'est la seule chose qu'on peut voir. Malheureusement, les professionnels, on voit la même chose que vous. On ne voit pas plus, malheureusement. Et donc, une autre question aussi, pourquoi les délais sont si longs? Il y a énormément de questions par rapport au délai de traitement des demandes. Personnellement, quand je dis le délai de traitement moyen à une personne, je me fie toujours sur les estimations du site du gouvernement du Canada qui sont accessibles à tout le monde. Pourquoi c'est si long? Ça peut être, par exemple, la complexité de la demande, ça peut être vos antécédents, ça peut être également des raisons opérationnelles, des personnes, des agents en vacances, moins d'agents disponibles. Donc, c'est plein de raisons comme ça qui font que ça peut être plus long s'il y a une période où plusieurs demandes sont déposées en même temps. Ça aussi, ça fait que les délais sont plus longs. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour les délais du gouvernement. Il faut être patient. Et le truc que je répète souvent, dès le départ, de déposer une demande complète et forte en soi, dès le départ, avec la preuve. Comme ça, on minimise les, l'augmentation des délais parce que elle est complète, elle est bonne dès le départ, la demande. Souvent, on nous demande combien coûtent les démarches. Premièrement, tous les frais du gouvernement pour les demandes sont affichés en ligne. Donc, vous allez sur le site du gouvernement du Canada et vous regardez la liste des frais. Ça, c'est les frais gouvernementaux. Si vous prenez un professionnel, donc un consultant réglementé en immigration ou un avocat, il y a des honoraires à notre travail. Et là, ça va dépendre du professionnel. Il n'y a pas de barème établi. Ça dépend de la complexité de la demande. Ça dépend également de la personne. Mais soyez avisés qu'un professionnel a des honoraires. Donc, ça ne sert à rien de demander si on peut faire la demande gratuitement. Notre travail, c'est d'accompagner justement durant les procédures. Malheureusement, c'est comme ça. Et on a des choses à payer nous aussi, malheureusement. Des questions par rapport à l'admissibilité des programmes. Comment savoir, premièrement, si on est admissible au Canada? Il n'y a pas de recette miracle. Si vous n'avez pas de dossier criminel, déjà là, vous n'êtes pas interdit de territoire pour criminalité.
L'autre côté, c'est quand l'agent à l'ambassade ou à la frontière va regarder si votre séjour sera temporaire. Donc ça, c'est à ce moment-là que la personne, l'agent, va vérifier si vous êtes admissible au Canada. Par rapport au programme, si vous êtes admissible à un programme, chacun a leur spécificité. Malheureusement, je ne suis pas une experte de tous les programmes canadiens, donc je ne suis pas en mesure de répondre, par exemple, pour le candidat des provinces. Donc, toutes les provinces au Canada ont leur programme. Je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là, je ne les connais pas. Pour le Québec, présentement, pour immigrer, le seul programme est le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et présentement, le Québec favorise les personnes déjà ici en région et francophones. De l'autre côté, il y a Entrée Express. Donc, on me demande souvent c'est quoi Entrée Express? Par la même occasion, aujourd'hui, 17 décembre, il y a eu des invitations à présenter une demande de résidence permanente. Aujourd'hui, 6 000 personnes ont été invitées à présenter une demande de résidence permanente au Canada par Entrée Express. Entrée Express, c'est pas un programme, c'est disons une plateforme dans laquelle trois programmes l'utilisent pour la résidence permanente. Donc, on a les programmes de la catégorie d'expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés au fédéral et le programme des travailleurs spécialisés qui utilisent la plateforme Entrée Express. Et aujourd'hui, c'était des personnes qui avaient des compétences linguistiques en français qui ont été invitées. Le gouvernement fédéral a mentionné déjà qu'il souhaitait augmenter le nombre de francophones au Canada à l'extérieur du Québec. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour ceux et celles qui sont admissibles au programme, par exemple, des travailleurs qualifiés et qui parlent français, de de faire sa demande entrée express. Donc ça, c'est, on fait sa candidature. Vous allez sur le site du gouvernement dans votre clé GC et vous remplissez les questions. Votre candidature est mise dans un bassin et il y a un score attribué à votre dossier. Aujourd'hui, le score le plus bas euh, était de 399, si je ne me trompe pas, et c'est un score assez bas. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Il n'y a pas juste le Québec au Canada, on s'entend, c'est un très grand pays. Donc, ne vous gênez pas à le faire. Il n'y a pas de frais pour envoyer sa demande entrée express et vous n'avez pas besoin d'un professionnel pour la faire. Petit conseil, tout ce que vous allez dire dans votre demande entrée express, vous devrez le prouver. Donc, quand vous êtes invité, si vous êtes invité à faire une demande de résidence permanente, vous aurez d'autres informations à mettre dans votre profil, mais vous devrez prouver avec des documents que vos déclarations sont véridiques parce que vous avez été invité en vous basant avec votre score. Donc, faites attention à vos déclarations. Ce que je vous suggère, c'est quand, quand vous n'êtes pas certain euh, d'une année, par exemple, ou de certaines dates, mettez celles que vous êtes en mesure de prouver. Donc, si vous déclarez, disons, une expérience professionnelle, mais vous n'êtes pas certain, mettez ce que vous allez être en mesure de démontrer avec l'attestation de travail de votre employeur, avec les relevés de paye, avec les documents fiscaux, par exemple, de votre pays. Le but, c'est de faire une base solide et de pouvoir monter dessus votre demande de résidence. C'est comme faire une maison. Donc, on veut une fondation solide et monter les murs dessus fort pour pas qu'ils branlent. Donc, également, si vous déclarez dans votre demande d'entrée express
une certaine scolarité, vous devrez la démontrer, mais avant de la faire, votre demande d'entrée express, ce qui peut être franchement bien, c'est de faire une demande WES, donc d'évaluation comparative de vos diplômes, qui peut prendre un certain temps. Donc, si vous êtes invité avant d'avoir votre équivalence de diplôme, vous ne serez pas en mesure de respecter les délais. Faites vos tests de français, faites vos équivalences de diplôme avant de faire votre demande entrée express. D'autres questions sur les changements qui ont eu lieu en 2025, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Donc, pourquoi, par exemple, les permis de travail ou d'études sont plus difficiles à obtenir? Eh bien, les gouvernements du Canada et du Québec ont mentionné vouloir diminuer le nombre de résidents temporaires au Canada pour des raisons politiques, pour des raisons, pour quelques raisons que ce soit, d'où le fait que c'est plus difficile d'avoir des permis et les demandeurs sont davantage en confrontation l'un envers l'autre. Il faut faire attention à ces demandes. Je reviens au début, qu'elles soient très bien montées dès le départ. Est-ce que le Canada priorise la résidence permanente? Je pourrais vous dire oui. Les gouvernements ont mentionné vouloir, comme je le mentionnais, diminuer les résidents temporaires et favoriser le passage vers la résidence permanente. Je ne suis pas en mesure de répondre à d'autres questions à ce niveau-là. Au Québec, à l'automne 2026, nous allons en élection. Donc, un nouveau gouvernement sera élu. Différentes annonces peuvent être faites en 2026. L'immigration est liée à la politique. Donc, il faut être à jour avec les changements, les nouveautés et faire avec ça malheureusement. Des questions sur la biométrie. À quoi ça sert la biométrie? Donc, la biométrie, c'est la prise d'empreintes digitales et la prise de photos qui sont requises avant de, durant les demandes de visa, par exemple. Mais ça sert à faire une vérification d'antécédents parce que une personne pourrait changer de nom, avoir un nouveau document d'identité, mais elle a fait une demande dans le passé, disons. Donc, avec la prise d'empreinte, on s'assure que c'est la bonne identité également pour faire des vérifications dans d'autres pays pour voir si elle a eu des, des refus dans le passé ou des arrestations, mais c'est plutôt au niveau du Canada pour vérifier son identité. Des questions que plusieurs personnes sont stressées. Le traitement de mon dossier prend du temps. Est-ce que c'est normal? Ça pourrait être que l'agent a des doutes sur l'authenticité d'un document, donc il veut faire des vérifications supplémentaires. Ça pourrait être, comme je le mentionnais tantôt, il y a des personnes en vacances, donc il y a moins de personnes disponibles pour traiter le dossier. Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas en mesure de le répondre. Ça pourrait être des raisons opérationnelles, comme ça pourrait être l'agent a des doutes. Et justement, faire un pont avec la prochaine question, des fausses déclarations. Si l'agent pense qu'il y a une fausse déclaration dans votre demande, donc il y a un faux document ou qu'il y a qu'il y a une fausse déclaration où vous avez omis de dire quelque chose, il va vous envoyer une lettre avant de refuser, mentionnant dans la lettre qu'il a justement certaines raisons de croire qu'il y a des fausses déclarations et il va vous laisser un délai, par exemple 7 jours, pour répondre à la lettre et pour envoyer des documents au besoin. Ça, on appelle ça une lettre d'équité procédurale. Donc, c'est très important de répondre à la lettre. Par exemple, si vous avez fait une erreur dans votre formulaire,
Si vous avez fait une erreur, ça va être le moment de le mentionner. Ou, via le formulaire web, si vous en rendez compte, envoyez une explication à IRCC. Mon avis, c'est que c'est toujours mieux de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et d'être honnête, de ne pas cacher des informations. Parce que l'article 16 de la loi sur l'immigration mentionne que tous les demandeurs ont l'obligation de dire la vérité et de fournir tous les documents requis. Malheureusement, si l'agent est d'avis que, OK, il n'y a pas de fausse déclaration, il pourrait refuser votre demande justement parce que vous n'avez pas dit la vérité. Et là, comment éviter une fausse déclaration, même involontaire? Pour moi, faire une fausse déclaration de façon involontaire, c'est assez difficile. L'article 40 1A de la loi mentionne donc directement, indirectement, faire une fausse déclaration. Vous, votre représentant, même si c'est votre consultant qui a menti, c'est vous en bout de ligne qui êtes responsable. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de toujours vérifier ce que votre demande contient avant de signer quoi que ce soit également. Lire le document qu'on vous donne, donc signez pas n'importe quoi. Demandez toujours une copie de votre dossier à votre représentant et ne pas faire confiance à n'importe qui. Faites extrêmement attention aux fraudes, aux fausses promesses ou aux garanties. Ça, je le répète souvent, mais c'est très important. En immigration, rien n'est garanti. On a, on a su cet automne que plusieurs changements allaient avoir lieu en 2026 pour l'immigration avec les nouveaux plans euh, que les gouvernements ont mentionnés. Restons à l'affût, restons alertes aux différentes informations. Continuez à suivre l'immigration SCAT pour obtenir de l'information franche, professionnelle. Je vous remercie énormément de, de votre présence. Même si c'est notre dernier live de 2025, on va continuer à publier quelques informations jusqu'à la fin de l'année pour vous aider à comprendre mieux vos démarches. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour, si vous avez des questions. Comme je disais, un consultant réglementé en immigration qui est titulaire d'un permis du Collège des consultants en immigration, qui est notre ordre professionnel, ou d'un avocat membre du barreau. Je vous remercie pour votre confiance, pour les questions que vous nous avez posées. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un excellent temps des fêtes et on se revoit en 2026. Merci beaucoup.